Bienvenue à tous à Sonitech, bienvenue dans cette conférence sur une technologie qui s'appelle FoundationDB, qu'on a découvert il y a quelques années avec Pierre, et on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on vous en parle. Qui suis-je? Steven Leroux, je suis ingénieur et j'ai un rôle de CTO chez Clever Cloud. Et Pierre? Oui, moi, j'ai pas besoin qu'on se passe le micro. Moi, je m'appelle Pierre et je travaille sur tout ce qui est système distribué et base de données à Clever Cloud. On va commencer par un petit sondage. Levez la main qui connaît Clever Cloud. Pas mal. Hein. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, on est une entreprise française. On est ce qu'on appelle un platform as a service. Donc, l'idée, c'est que les développeurs écrivent du code, ils font un git push et après, on s'occupe de tout le reste. Donc, on va récupérer le code, on va lancer les tests, on va builder, on va venir faire une passe d'optimisation. Après, on va envoyer ça en prod, donc avec un système de blue-green. Donc ça, c'est la partie, on va dire, facile de notre travail. Et après, on va faire tout ce qui est ce qu'on appelle le maintien en condition opérationnelle. Donc on patch les failles OpenSSL, on relance l'appli quand elle plante, quand vous passez à la télé, on upscale, quand c'est la nuit et que vous n'avez pas de trafic, on downscale, etc. Donc ça, c'est le produit, on va dire, classique. Et puis on a toute une myriade de services managés. Ça va des bases de données au GitLab, plein de trucs. Et donc, on est là pour vous parler de FoundationDB. Donc là, vous vous dites, ouais, encore une autre base de données à découvrir. Est-ce que vous saviez qu'il existait plus de 895 bases de données disponibles? Ça commence à faire. Hein. Quand on commence un nouveau projet en dev, on est là, bon, alors du coup, il faut que je choisisse ma base de données. Et là, c'est grande et vaste question. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est facile. Non, et comment on choisit sa base de données? Mais en fait, la plupart du temps, on va rentrer dans un modèle par une capacité de query, mais en fait, tout ça va se coupler avec d'autres choses. Donc, ça va, par exemple, si on prend l'exemple du SQL, vous allez avoir un modèle de données relationnelles, vous allez avoir un moteur qui correspond à cet usage-là. Donc, si on prend l'exemple ici, c'est PostgreSQL, par exemple. Mais, et si vous pouviez décorréler tout ça? Et si vous pouviez produire des données, mais quand même pouvoir les requêter, mettons en HTTP, mettons en GraphQL, par exemple. Et si vous pouviez faire du document, par exemple, mais avoir un modèle de requêtage de ces documents, mais également en SQL? Ou est-ce que vous pourriez complètement débrayer une base de données et avoir un système de stockage complètement alternatif? Donc en fait, le choix d'une base de données, dans la plupart des cas, il vous impose ces trois critères-là, le query langage, le data model et le moteur de stockage inhérent à la solution que vous avez choisie. Et c'est pour ça qu'en production, on se retrouve en fait avec une galaxie de bases de données parce que l'équipe A besoin d'un PG dans telle version, il va aussi avoir besoin d'un MongoDB, un Redis, et vous avez ce nouveau projet incroyable qui apparaît et le développeur va dire, bah voilà, dans ma liste de prérequis, j'ai du Cassandra par exemple, et du coup l'équipe opérationnelle va être là en mode encore une autre base de données à gérer. Et donc en fait, on a cette multiplication d'environnement et on vient rajouter les bases de données. Il y a un coût opérationnel qui est non négligeable. Nous, on opère beaucoup de bases de données pour nos clients et on essaye de densifier nos infrastructures. Et en fait, devant cette myriade de bases de données qu'on opère en production, bah, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut mutualiser quelque chose? Donc, mutualiser le langage de query, compliqué. Mutualiser le data model, compliqué aussi parce que il va y avoir, enfin il y a différents data models, c'est un peu compliqué à faire. Mais par contre, si on réfléchit un petit peu, toutes les bases de données ont le même besoin, stocker durablement de la donnée. Vous prenez un Mongo, un HBase, un PG, un SQLite. Ah oui, on a dit qu'on Mongo, dit ça. Il perd des données. Bref, tout ça, théoriquement, ça doit pouvoir fournir un stockage durable. Et donc la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on pourrait mutualiser
le stockage de plusieurs bases de données. Et donc, on arriverait dans un modèle comme ça. J'ai même un petit laser. Où on aurait un moteur de stockage qui porterait plusieurs data models, plusieurs query language, donc plusieurs bases de données. 2, 3, 10, 100, 10 000, etc. Et puis les data models sont difficilement mutualisables parce qu'en fait, ils sont inhérents à la problématique métier que vous allez avoir. Tous les métiers sont aussi différents et il y a des contraintes. Si on est dans la finance ou dans de l'IoT ou je ne sais quoi, ce n'est pas les mêmes enjeux forcément. Ou dans l'API du développeur, la petite API de control plane. Donc, si on y réfléchit un petit peu, ok, c'est bien, Pierre, je vois bien l'idée, le storage engine, on pourrait le mutualiser. Par contre, si on commence à mettre 10 000 bases de données sur le même moteur de stockage, je vais t'imposer des contraintes. Donc, quelles seraient ces contraintes? Déjà, il faut que ça soit performant. Moi, je fais de l'astreinte, donc il faut que ça soit facile à opérer. Donc, on peut rajouter facilement des machines en fonction si on augmente le trafic, si on a besoin de stocker plus. Faut qu'on puisse facilement construire des abstractions par-dessus. Donc là, on est sur la couche de stockage. On va devoir recréer un stockage SQL, on va devoir recréer un stockage clé-valeur, on va devoir recréer un stockage complètement custom pour un besoin métier. Donc, il faut que par-dessus cette base de données-là, on puisse construire des choses facilement, créer des abstractions pour accéder à cette donnée. Et donc, en fait, avec ces contraintes, est-ce qu'il y a un système qui répond à tout ça, Steven? Mais on est venu là pour ça. Donc, effectivement, c'est un ça qui répond à FoundationDB. Donc, FoundationDB, c'est vraiment la technologie qui va faire l'aspect transactionnel bas niveau du stockage. C'est utilisé par quelques petites boîtes. Certaines sont sorties du garage. C'est utilisé de plus en plus. On va voir pourquoi dans l'historique du projet, mais les très gros contributeurs aujourd'hui à cette solution-là sont majoritairement Apple et Snowflake. On va aller voir un peu quels sont leurs usages, l'usage qu'ils en font. Mais c'est quelque chose qui est adopté de plus en plus par les qualités de la technologie par d'autres boîtes. Donc, les concepts derrière FondationDB, l'idée, c'est de délivrer des transactions, donc également exactement la même chose quand on manipule une PostgreSQL, avec l'idée de la scalabilité du NoSQL et la performance du NoSQL. Donc derrière le NoSQL, l'idée, c'est de dire les systèmes comme des Cassandra, des HBase, tous ces systèmes-là, on peut rajouter des machines, et en fait, on a théoriquement plus on rajoute de machines, plus on a de la performance et du stockage. Donc là, l'idée, c'est de fournir un système qui est capable d'apporter de la transactionnalité en ayant de la scalabilité. Un concept qui est très fort dans FondationDB, c'est qu'ils ont réduit énormément le scope de fonctionnalité. On va le voir après, c'est un clé-valeur, c'est tout. C'est get, set, scan et delete. L'API, c'est juste ça. Il y a quelques notions, il y a quelques fonctionnalités en plus, mais en fait, l'interface est assez simple. C'est un gros Redis avec des transactions qui peut tourner sur des centaines de machines. Et l'idée, en fait, c'est que en tant que développeur, c'est une boîte à outils pour créer ce qu'on appelle des layers, donc des abstractions par-dessus FondationDB. Donc, FondationDB, c'est une base de données open source, c'est en licence Apache 2. C'est sur le repo GitHub de Apple. Ça fait partie des gros projets portés par Apple. Ça rentre dans la catégorie des clés-valeurs ordonnées. Donc ça va nous permettre de faire des scans très efficients avec un bon data model. C'est très scalable. Les garanties transactionnelles sont extrêmement fortes. Alors, on ne va pas rentrer dans les discussions un peu méta sur les aspects transactionnels, mais globalement, vous avez le même niveau d'isolation que Spanner. Sur un projet qui est open source, c'est quand même plutôt intéressant. Et c'est extrêmement tolérant à la panne. Et on va en parler. Donc, si on retrace un peu l'historique du projet, ce qui est assez intéressant de noter, c'est que ce n'est pas une boîte qui a
créer une base de données. Pour créer une base de données, ils ont en fait d'abord créé un langage, pour ensuite créer un framework de simulation, pour valider le développement et le cycle de release de leur base de données, et ensuite ils ont fait la base de données. Généralement, on a ça dans des projets universitaires qui accouchent jamais d'un truc en production. Mais là, accident industriel, c'est tombé en prod. Du coup, en fait, en 2009, ils ont quand même créé la boîte, ils ont fait un MVP, l'alpha, etc., la bêta, et puis là, hop, racheté par Apple, ça disparaît. Et ça a disparu du jour au lendemain. C'était un peu... Il y a eu des discussions un peu non publiques, mais en fait, même s'ils n'avaient que une bêta, il y avait quand même des boîtes qui s'étaient construites là-dessus, notamment Snowflake et Wavefront qui faisait de la time series et qui stockait ces données dans FoundationDB. Donc une fois que la boîte a été rachetée, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en arrière-fond, ils ont bossé ensemble, ils ont discuté, puis à un moment donné, ils se sont dit, maintenant on fait quoi? Et en 2018, Apple a open sourcé FoundationDB. C'est suffisamment rare pour le souligner, ouais. En licence Apache 2 en plus. Et en licence Apache 2, ce qui permet d'avoir, entre guillemets, une licence assez saine pour construire des business dessus et d'avoir un modèle de contribution pérenne. Alors je ne dis pas que tout est parfaitement bien géré. Enfin, des fois, nous, on discute avec Apple et Snowflake sur certains trucs et il faut signer le NDA parce qu'ils ont une culture du secret quand même chez Apple. Mais le projet lui-même est en tout cas open source et les discussions sont quand même publiques pour la plupart des choses. C'est juste que dès qu'on veut avoir un peu d'infos de comment ça se passe concrètement chez les uns, chez les autres, c'est un peu plus compliqué. C'est plus compliqué. Alors, comment fonctionne l'architecture? Très rapidement. Le but, c'est pas de passer une heure sur le schéma. Sur l'architecture en détail. Mais Pierre l'a dit, en fait, le but, c'est d'être linéairement scalable. Pour être linéairement scalable, la technologie Foundation adopte un modèle basé sur des acteurs, ce qui permet d'avoir des entités indépendantes. Ces entités indépendantes, elles vont permettre, d'avoir un modèle déterministe que Pierre va évoquer après sur justement la simulation. Spoil. Désolé. Mais c'est surtout que ça va nous permettre d'avoir effectivement un système pilotable, identifiable dans quelles sont les ressources qu'il me manque, etc. Et en fait, plus on ajoute juste les rôles qu'il faut, ça peut être du stockage, ça peut être des résolveurs, ça peut être des proxys, ça peut être n'importe quoi. Et en fait, on va avoir un modèle comme ça qui suit la courbe d'usage dont on a besoin. Donc ça, c'est le premier principe. Ensuite, le deuxième principe, c'est d'avoir le découplage du chemin de lecture et d'écriture. Ce qui, en termes de pattern d'usage, est également quelque chose qui est assez intéressant. Parce que vous avez des bases de données, ça marche très bien en lecture ou ça marche très bien en écriture, mais quand vous avez les deux un peu en même temps, il y a tout qui s'effondre. Donc voilà, ces aspects-là sont importants parce que... oui, j'ai oublié un détail. J'ai oublié ça. Ah oui. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que en fait, quand vous déployez une topologie Fondation, la plupart des optimisations vont déjà être prises en compte de base. C'est qu'en fait, c'est pas un système où il faut vous palucher un bouquin de 200 pages pour comprendre quel paramètre mettre à quel endroit, etc. En fait, le gros de l'enjeu, c'est par rapport à votre usage, savoir comment vous allez répartir les différents rôles. Et vous avez fait ça, vous avez fait 90% du tuning du cluster qu'il y a à faire. Ce qui est... Il y a des gens qui ont fait de l'HBase un peu dans la vie. Ou du Cassandra. Ouais. En niveau trauma, de 0 à 10, t'es comment? Nous non plus, on... je vois des cicatrices. Donc voilà, donc en fait, il y a un autre truc derrière, mais c'est qu'à opérer, comme disait Pierre, c'est que c'est un système qui nous dit quel est son état de santé. Et du coup, ça veut dire qu'on peut automatiser les opérations dessus. Alors évidemment, comme toute technologie, quand on rentre dedans, il y a une certaine complexité, mais en fait, on est quand même hyper guidé et hyper pris en main pour déjà actionner ça de manière automatique, et ce qui est quand même appréciable. Souvent, vous voyez des graphes un peu théoriques de scalabilité, de machin. Et en fait, nous, on a fait des benches, et en fait, ils sont vrais. On les a vérifiés. Et en fait, ceux qui sont fournis
sur le site web en disant bah, voilà le modèle de performance et qui montre effectivement une certaine linéarité du modèle de scalabilité. C'est-à-dire que plus vous mettez de cœur, plus vous pouvez affecter les différents rôles dans ce qu'il faut faire. Et bah, vous voyez que globalement, on tire une jolie droite et la seule limite, c'est le nombre de cœurs que vous pouvez affecter derrière. C'était assez rigolo, hein, d'ailleurs, pendant qu'on faisait le benchmark, donc on lance le benchmark, on teste une topologie, et en fait, le statut de la base de données dit, bah là, ce rôle-là, il est un peu short, donne-moi un autre de plus. D'accord. Pop. On reprend le benchmark, hop, le point, et on continue sur la courbe. Et ça, c'est vraiment super agréable. Rien que pour tester, pour avoir confiance et savoir en fait et être prédictible en production. Ouais, l'aspect de déterminisme en fonction de la topologie que je vais lui faire manger, ce à quoi je peux attendre, ça fait quand même un peu plaisir sur les technos de ce genre-là. Il n'y a pas de JVM, on n'en a pas parlé, c'est écrit en oui. c'est une surcouche à C++. Donc, tu veux dire que le DB ne se met pas en pause? Il n'y a pas de GC. Il n'y a pas de GC. Ouais. Et donc voilà, pareil sur le suivi des performances. En termes de latence, on est quand même sur des temps qui font que la plupart justement des data models qu'on évoquait vont en fait être très compatibles avec ce genre de critères. Donc les performances, non seulement sont plutôt excellentes, mais également à l'échelle. Et ça, c'est des chiffres qu'on a vérifiés également, pour le coup. Tout ça est vérifié. On a parlé un petit peu de Fondation DB, l'entreprise au tout début en 2009. En fait, ils ont développé un truc qui est assez impressionnant, qui est un framework de simulation déterministe. En fait, quand ils ont lancé la boîte, c'était des ingénieurs qui avaient connu la production et les systèmes distribués. Ils s'étaient dit, diagnostiquer des problèmes de systèmes distribués en production, c'est juste un enfer. Et après, le maintenir, corriger, comment on valide le fait que le code que j'ai mis, enfin le patch que j'ai fait a fixé le problème. Enfin, c'est vraiment un monde très compliqué. Et du coup, ils se sont dit, en fait, si on n'est pas capable de simuler et de tester des situations compliquées, en fait, ça ne sert à rien qu'on écrive une base de données distribuée. Du coup, ils se sont dit, voilà, on va écrire un framework de simulation. Et donc, le but est de trouver et de diagnostiquer les problèmes en dev. C'est-à-dire, avant que ça aille en prod, on va venir tester des scénarios qui sont un peu loufoques. Et donc, le framework de simulation de Fondation, il va venir simuler et injecter des fautes dans l'IO, donc par exemple dans le network et dans le disque. Il va contrôler le temps, il va contrôler la topologie du cluster. Ce qui est assez impressionnant, c'est que tout est fait de façon déterministe. Donc ça veut dire que en simulation, quand vous lancez un process de simulation Fondation, vous savez que le 42e appel au disque prendra 68 millisecondes et il sera pris par l'acteur Tartampion. Et ça, quel que soit le nombre de fois où vous lancez la simulation. La simulation est complètement déterministe, ce qui la rend répétable. C'est-à-dire que si à un moment on trouve quelque chose, le simulateur trouve une erreur, trouve un problème, en fait on prend le numéro de la simulation, on prend le code et on débug en local. Donc ça, c'est une approche complètement folle, parce qu'ils ont vraiment... tout est sous simulation. Je vous ai mis un petit screenshot à quoi ça ressemble. En gros, l'idée, vous prenez le binaire Fondation DB, vous dites que vous démarrez en simulation, vous donnez un fichier de test, vous activez des options un peu cheloues, et puis après, il va vous dire, voilà, je vais choisir une graine d'aléatoire, et à partir de cette graine-là, je vais tout dériver. C'est-à-dire, je vais dériver le temps de l'IO, quelle tâche va passer avant l'autre, quelles erreurs vont être throw. Tout est dérivé de cette seed-là. Donc là, par exemple, on a activé un truc qui s'appelle TSS dans ce truc-là, et on a une topologie avec 5 data centers. Et ça, c'est une simulation qu'on fait tourner. Comme c'est de la simulation, on peut accélérer le temps. Donc, par exemple,
Nous, on fait des tests de simulation qui durent 1 heure et en fait, ils tournent en 20 secondes. Et en fait, on fait parce qu'on est capable d'accélérer le temps, de manipuler. Bref, c'est de la simulation, quoi. Alors, chiffre un peu rigolo, Apple et Snowflake, donc l'effort combiné de simulation de Apple et Snowflake, ça correspond à faire tourner Fondation dans un cluster pendant 4000 ans par an. Donc il y a un peu de power. Donc pour vous donner une idée, c'est 20 000 simulations par PR obligatoire. Et c'est des millions par release obligatoire pour pouvoir faire une release GitHub. Ce qui rend quand même la solution assez solide. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont capables de tester des cas un peu bizarres de problèmes réseau. Le cas un peu bizarre j'ai pris une panne réseau, après j'ai pris une panne de disque, et puis en plus, il y a eu une inversion de disque dur au même moment. Qui teste ça dans son code? Fondation le fait. Ah putain, c'est encore à moi, j'avais oublié. En parlant de simulation et vraiment de correctness, pour vous donner une idée, Apple utilise FondationDB dans un produit qui s'appelle iCloud. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. La problématique est assez simple. Vous avez N utilisateurs, Apple, vous avez N applications. Comment vous faites pour stocker les données, toutes les données de tout le monde? Est-ce qu'on spawn un PostgreSQL à chaque application et à chaque utilisateur? Économie, un petit problème de coût, je pense, à un moment. J'en connais qui font. En fait, ce qu'ils ont fait, alors il n'y a pas beaucoup d'infos publiques, mais il y en a quelques-unes quand même. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont virtualisé la base de données. Et donc, en fait, vous avez des mini-DB logiques par utilisateur et du coup par application qui sont ventilés dans une infrastructure. Et donc, quand je parle de base de données logique, c'est vraiment, vous avez, au-dessus du clé-valeur, vous avez des métadatas, un espace d'index, des enregistrements qui ressemblent en fait à une table SQL. Donc, c'est vraiment, ils ont vraiment littéralement virtualisé la base de données. Et soyons honnêtes, c'est un modèle que nous avons complètement repris. Pour le coup, on discute pas mal avec les ingénieurs d'Apple sur ce sujet-là. Et donc, nous, on est en train de travailler sur FondationDB. On a plusieurs enjeux. On a un enjeu interne qui est de venir stocker les données internes de Clever. Et on a un enjeu un peu plus produit qui est de travailler sur des bases de données serverless écrites en Rust. Au-dessus de FondationDB. Donc ça, c'est notre gros sujet de R&D. On ne va pas trop en parler. On vous proposera plein de confs l'année prochaine, je pense qu'on aura bien avancé. Là, on est en alpha interne, mais c'est un sujet qui est vachement intéressant. Et un truc qu'on a réussi à faire dans la communauté de FondationDB est super contente qu'on ait réussi à faire ça, c'est que notre code Rust, on a réussi à l'inclure dans le simulateur de fondation. Donc en fait, quand on écrit nos bases de données logiques et qu'on a par exemple une tâche de réindexation à écrire, on va coder ce qu'on appelle une workload qu'on va injecter dans le simulateur. Donc en fait, notre travail est validé par le même simulateur que la base de données. Ce qui est plutôt chouette. Et ce qui nous rend assez confiants sur la R&D, soyons honnêtes. Ouais, parce que déjà, le moteur de base est simulé, mais nous, notre interaction avec, on l'a inclus dedans. Donc, ça veut dire que quand on part en prod... on est assez confiant. Alors, ça veut dire qu'on n'a pas des bugs au-dessus. Et pour la petite info, on est en train d'open sourcer ce travail-là. Donc l'APR n'a pas été mergée, j'ai eu quelques soucis en prod, du coup, pas sur du fondation, mais sur d'autres trucs, du coup, j'ai pas eu le temps de merger l'APR. Mais on est en train d'open sourcer toute la partie simulation et comment vous pouvez écrire du Rust et faire la partie simulation. Pour revenir, on a décrit un peu ce que Apple faisait avec FoundationDB, et du coup, on va faire un peu la même chose avec Snowflake. Snowflake, il l'utilise comme metastore, donc pour stocker les métadonnées en fait, des données qui sont envoyées chez Snowflake. Les données Snowflake sont plutôt sur l'object storage, mais tout ce qui est métadonnées est géré au sein alors, pas d'un cluster, ils en utilisent plusieurs.
mais plusieurs clusters de fondation DB. Tu peux la slide d'après. Yes. Parce que dans le détail, du coup, ils implémentent tout l'aspect métadata, métadonnées qui sont stockées dessus. La mécanique de Snowflake Transactions sont également implémentées par-dessus Foundation DB. Et ils l'utilisent également pour faire du service discovery, etc. À partir du moment où on a un système transactionnel distribué, en fait, on peut l'utiliser pour tout ce qui a trait à ce genre de choses. Donc, et en fait, leur choix, il vient aussi de la robusteté de la solution, puisque, comme on l'a vu, les heures et les heures de simulation font que, en production, c'est quelque chose qui est relativement très solide. Donc voilà, ça c'est l'exemple qu'ils en ont. Pour autant, si on revient un peu à un peu désacraliser tout ça, parce que là on vous parle de trucs et ça a l'air un peu complexe. Mais en fait, là il y a un petit exemple en Java très simple. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire et lire des données dedans. Donc vous démarrez une transaction, vous faites un set d'une clé et éventuellement une lecture d'une autre clé. Et c'est fini. Donc en fait, l'interaction en tant qu'utilisateur est vraiment très simple, mais c'est aussi pour ça que c'est potentiellement aussi très limité et que ça vous invite à aller construire l'expérience métier qu'il vous faut au-dessus. Donc c'est ce qu'on appelle souvent les layers. C'est pour ça qu'il y a l'aspect stockage, mais avec les layers qui vont être plus adaptés à des métiers et donc à des data models différents. Il y a un truc, les transactions sont automatiquement relancées. Donc si par exemple vous avez un conflit dans vos transactions, en fait, ici la closure est directement relancée par le client en mode automatique. Et donc généralement on wrap nos transactions dedans, ce qui est quand même assez pratique. Tu nous montres un exemple de transaction ? Allez, quelle transition incroyable. Le modèle de transaction, on va en parler un petit peu parce que c'est assez rare d'avoir une base de données distribuée qui fournit des transactions sérialisables. En gros, l'idée des transactions dans Fondation, c'est que vous allez avoir chaque transaction va posséder ce qu'on appelle un read version, donc l'instant où on a démarré la transaction. Donc ici, on va prendre un exemple. On a un read version qui correspond à 200. À partir de ce moment-là, donc c'est assigné à chaque transaction, ça s'auto-incrémente. Et en fait, ce read version va être utilisé pour, entre guillemets, figer la base de données. Donc vous allez voir la base de données à l'instant 200. Donc quand vous allez lire, vous pouvez lire la valeur A et vous pouvez écrire dans B. Et à ce moment-là, si vous voulez faire vous voulez commit votre écriture, en fait, vous allez obtenir un deuxième numéro qui va correspondre au moment où vous avez réussi où on a validé la transaction. Donc ça veut dire qu'en fait, vous avez un écart entre le read version et le commit version. Vous voyez l'idée ? Donc là, on est passé de 200 à 500 parce que le temps s'est écoulé en fait entre les deux et que ce n'est pas instantané. C'est cette différence de temps-là qui va permettre en fait de venir gérer les conflits. Donc, quand vous avez, c'est un système distribué, donc comment on fait pour gérer des transactions où vous écrivez à deux endroits en même temps. En fait, c'est simple, c'est qu'ils vont jouer sur les chiffres. Donc, on va prendre la même chose. Donc là, on redémarre notre transaction, on est à 200, et je vais en démarrer une deuxième en parallèle. Donc là, je l'ai démarré un poil après. Du coup, le read version est un peu plus tard. Même processus, je vais lire A, sauf que dans ma deuxième transaction, je vais écrire. Et donc là, j'ai écrit dans A. Là, ça veut dire que je vais avoir un conflit en fonction de qui va committer en premier dans cette transaction. Donc là, ma transaction du haut, elle continue. Juste pour que ce soit un peu plus rigolo, on va faire que c'est celle du bas qui commit. Donc là, on commit. Elle n'a pas eu de conflit, donc elle va bien se passer. Je vais avoir un commit version qui est à 400. Ce qui va se passer, quand on va essayer de venir faire le commit, c'est qu'il va détecter que
entre 200 et 500, il y a eu une modification de A. Parce qu'il sait qu'il a lu A, or on l'a modifié. Du coup, la transaction va être abandonnée, elle va être rejouée. Et du coup, elle va être rejouée avec un nouveau read version, etc., etc. Et ça, pour le coup, c'est géré nativement par le client et par l'infrastructure. Donc là, on se dit, bah, d'accord, du coup, c'est un modèle qui paraît assez simple. On voit juste qu'on a modifié une clé. Mais en fait, si on y réfléchit bien, ça veut dire qu'à l'instant T, bah, le fondation est capable de dire quelle modification est en cours ou pas et est passée. Ce qui est assez complexe. Et ils ont résolu ce souci-là de façon, on va dire, assez simple, mais bon, c'est pas tout simple. C'est qu'en fait, Fondation va garder toutes les mutations en mémoire pendant 5 secondes. C'est-à-dire qu'en fait, pendant 5 secondes, vous avez une fenêtre de temps où en fait, il va garder un état de toutes les mutations qui sont passées en cours. Donc ça, c'est le rôle d'un rôle qui s'appelle le resolver, qui se distribue, bien sûr, comme c'est un acteur. Donc en fait, il partitionne les ranges, etc. En gros, si aucun des resolvers n'a détecté un conflit, la transaction peut être committée. Ce choix d'architecture-là a une grande incidence. Ça veut dire que vos transactions dans Fondation ne peuvent pas durer plus de 5 secondes. Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut... Enfin, on peut le modifier, mais alors là, je crois qu'à chaque fois qu'ils ont fait des essais de simulation, c'est parti complètement en vrille. Et ils ont trouvé que 5 secondes était le bon ratio entre j'ai un usage très instantané, très web, très OLTP, et où j'ai besoin de scanner un peu plus intensément. Et du coup, ils se sont dit, de 5 secondes, c'est la bonne valeur. Mais du coup, c'est une limitation de Fondation DB. Vous ne pouvez pas faire un scanner qui se balade pendant des heures et des heures entières. Non, vous êtes obligé si vous avez besoin de scanner énormément de données, vous découpez ça en blocs de 5 secondes. Et en fait, la conséquence aussi d'avoir un rôle dédié à ça, c'est que si vous avez un usage métier qui intrinsèquement crée beaucoup de conflits transactionnels, et donc il faut résoudre massivement ce genre de choses, en fait, vous avez juste à ajouter des résolveurs. Mais il va vous le dire. Oui, c'est vrai. Donc c'est aussi très confortable. C'est d'ailleurs rigolo, le défaut des resolvers est à 2. À Apple, ils le mettent à 1. Et il y avait eu un post sur le forum d'un gars qui avait besoin de 5 ou 8 resolvers. Et Apple était là en mode, on avait toujours voulu modifier le défaut et le mettre à 1, on n'avait jamais eu besoin de plus. Et du coup, tu es un des premiers utilisateurs qui a besoin d'au moins 8. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il fait des choses propres au-dessus. En fait, il a beaucoup de conflits. C'est-à-dire qu'il est obligé de découper son espace de clé en... Je ne sais pas qui c'est. Je crois que c'est Epic. Je ne sais plus. Bon, bref. Donc les qualités ne viennent pas sans quelques limitations, notamment cette fenêtre de 5 secondes qu'on a vue, qui souvent peut se détourner. C'est-à-dire que vous avez une fenêtre de 5 secondes, mais en fait, d'un point de vue applicatif au-dessus, vous pouvez soit rejouer des choses, soit avoir une certaine gestion en ayant le suivi de où vous en êtes, etc., pour contourner ça. Vous avez également 10 MB de limite de données dans la fenêtre transactionnelle. Et après, en termes plutôt de typologie de stockage, les clés et les valeurs sont également limitées en termes de taille, à savoir qu'une clé ne peut pas dépasser 10 KB et les valeurs 100 KB. Donc, c'est un problème ou pas. Ça dépend un peu de ce que vous avez à stocker, mais sachant que ça se contourne aussi. Si vous avez un truc de, mettons, 1000 kilobytes à stocker, mais en fait, vous faites juste clé /1, clé /2, clé /3, et puis en fait, vous découpez en 10 et ça marche très bien. Voilà. Donc, une fois qu'on a parlé de l'aspect transactionnel et qu'on s'est dit qu'en fait, on avait un modèle sain pour justement pouvoir
embarquer dans une transaction plusieurs choses, ça nous permet de nous concentrer sur le data modeling et donc d'aller vers, quelque part, la problématique métier. Donc, une fois qu'on se dit ça, ce qu'on a dit aussi, c'est que souvent, les bases de données partagent le même besoin qui est de stocker, mais là, elles vont devoir stocker en termes de clé-valeur. Là encore, on s'aperçoit qu'on soit en relationnel, en système de queue, en time series ou n'importe quoi, souvent, on arrive quand même à découper cette donnée-là pour qu'elle marche bien en termes de clé-valeur. D'ailleurs, très souvent, les briques de stockage qui sont embarquées dans les différentes solutions sont en fait des stockages clé-valeur. Que ce soit du RocksDB, du LevelDB ou ce genre de choses. Voilà, on est toujours sur du clé-valeur. Donc le fait ici d'avoir un clé-valeur distribué permet quelque part d'avoir la même chose mais mis à l'échelle. Les besoins de multi-tenancy peuvent être gérés de façon un peu différente. Soit c'est un préfixe du coup que vous ajoutez dans vos clés, par exemple /tenant A /desclés, puis /tenant B /desclés. Soit, et c'est quelque chose qui est en train d'arriver nativement dans FondationDB, d'avoir justement des contextes de sorte de namespace qui sont de la gestion de tenancy pour créer cette isolation d'un peu plus haut niveau. Mais à la fin, ça se retrouve dans un préfixe de clé de toute façon. Donc, il n'y a pas beaucoup de différence dans l'implémentation. Après, il y a des fonctionnalités avancées. Par exemple, si vous avez des compteurs et que vous voulez juste faire +1, au lieu de lire la donnée et de faire +1 et de la renvoyer, en fait, vous pouvez dire fais +1 directement dans une opération atomique. Voilà, c'est des choses qui sont permises là-dessus. Et les versions stamp, c'est du MVCC, je vais aller plus vite. Ouais, t'inquiète. On fera les questions. Alors, on va prendre un exemple sur un modèle relationnel. Donc vous avez une table avec des gens, Bob, Alice, on a leur âge et on a un superbe auto-incrément que je ne recommande pas. Et donc comment ça se calque en clé-valeur? Eh ben, en fait, vous allez avoir la DB, la table, la primary key et le champ de colonnes qui en fait vont être la composante de clé. Et vous allez retrouver donc la valeur en face avec donc pour le champ âge 20 et pour le name Bob, etc. Et quand vous faites un scan, si jamais vous voulez l'ID 1, en fait, vous faites un scan de school student 1, mettons /étoile, et vous récupérez l'âge, le nom, etc. de Bob. Et donc l'intérêt de ça, c'est que si vous voulez faire entre guillemets un full scan, et par exemple que vous voulez scanner tous les étudiants, vous faites un scan de school student /étoile, et là vous récupérez toutes les données de tous les utilisateurs, enfin tous les étudiants. Dans la limite des 10 mégas. Dans la limite des 10 mégas. Donc vous faites un scan, puis vous le reprenez en bougeant un curseur comme ça. Mais ce qui n'est pas un sujet. Sachant que dans les 10 mégas, vous allez déjà recevoir un bon paquet de trucs. Et c'est disponible dans quel langage, ça, Pierre ? Il y a pas mal de langages qui sont disponibles. Donc ceux que j'ai mis en haut, c'est les clients officiels, donc gérés par les core mainteneurs de l'équipe Fondation DB. Alors, je ne vais pas mentir, le meilleur client, c'est le Java, de loin. Parce que Apple et Snowflake, ils font quasiment que du Java pour leur layer. Donc, du coup, le client Java est très, très bien fait. Bon. Tu as perdu un micro ? Ah, bah. Un deuxième essai. Explosé. Test. Voilà, c'est bon. Oui, je disais que le Java est très bien fait. Le Go commence à être en retard sur des fonctionnalités. Le Ruby, pareil. Le Python, bof. Les clients en bas, c'est ceux qui sont maintenus par d'autres personnes de la communauté. Donc nous, on est mainteneur du Binding Rust. Qui d'ailleurs passe, puisque du coup, tout est sous simulation, même le client. Et du coup, nous, on a les mêmes prérequis pour chaque PR, et donc on fait des tours de simulation pour valider le client. Donc en fait, on a à peu près on a quasiment les mêmes garanties que le client Java, pour le coup, en Rust. Ce qui est plutôt serein aussi. J'allais même dire que le client Rust est tellement rapide qu'il a même pointé des choses. Oui. Je ne voyais pas le client Java. Oui, que le client Java, oui, j'avoue, ça c'était rigolo. On s'est retrouvé dans une situation où
le testeur de client était, enfin le nôtre était trop rapide, on a dû le ralentir un moment virtuellement parce que du coup on faisait du Java et du Rust en parallèle, pas les mêmes temps bizarrement. Bref. Donc il y a une gestion communautaire autour de FoundationDB. Ils ont un discours, ce qui permet de poser des questions, d'interagir. Alors les gens qui sont derrière sont très très bienveillants. Ils sont souvent très explicites dans les contextes. C'est assez intéressant. On se rend compte qu'on est un peu en début de création de communauté et du coup ce sont des très bons ingénieurs qui généralement accompagnent vraiment les nouveaux qui arrivent. Et les contributeurs historiques à FoundationDB sont vraiment très, 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 très accueillants. Il y a aussi quelques meet-up qui émergent, notamment un en France, animé par Pierre, ici présent. Merci Pierre. Et donc voilà, c'est une communauté naissante, mais plutôt de qualité. C'est vachement sympa en fait de poser une question dans le forum FondationDB et de tomber sur le gars qui a fait l'implémentation de la même chose que tu es en train de faire côté Apple et qui t'explique oui alors du coup tu vas taper ça comme problème, on est en train de fixer ça et parce que du coup on passe en simulation et puis tu as juste posé une question naïve et tu as un pavé d'ingénierie de 40 pages. C'est super agréable. Souvent, les gens qui vont aussi à Fondation viennent d'autres contextes avec des problématiques complexes qui posaient problème à des choses comme Cassandra ou autres, etc. Donc souvent, quand ils arrivent avec leurs problématiques un peu complexes. Mais c'est du coup très, très intéressant. Très enrichissant. Ouais. On va pouvoir faire un petit résumé. Du coup, FondationDB, en quelques mots, qu'est-ce que c'est ? Pour les gens qui font de l'opérationnel, c'est une base de données qui est ultra robuste et ultra scalable. C'est vraiment la brique d'infrastructure que vous pouvez poser dans un coin qui va être faible en maintenance et dans laquelle vous savez que vous avez très 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 peu de chances d'avoir une inconsistance. Donc ça, c'est pour le côté opérationnel. Pour les développeurs, en fait, c'est un framework pour écrire des bases de données ou pour écrire un data model un peu custom, pour écrire des layers, pour écrire vos systèmes distribués. Il faut vraiment le voir comme ça. C'est un framework. Donc ça, c'est dans les points positifs. Dans les points qui sont un peu moins positifs, ça reste tout de même un système distribué à opérer. Donc on a quand même besoin d'investir dans de l'observability, dans du déploiement, dans de l'opérationnel. Donc et il faut rentrer dans le modèle avec les rôles, avec les acteurs, etc. Donc ça reste toujours un système distribué, c'est toujours relou à opérer. Ou rigolo, ça dépend. On n'est pas là pour faire de fausses promesses non plus, quoi. Clairement. Voilà, il y a une réalité derrière. La communauté est quand même un peu plus jeune, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir autant de tutoriaux que d'autres systèmes distribués. Moi, je vois ça comme un avantage parce que du coup, ça fait qu'on peut venir contribuer très facilement à la communauté en faisant des tutos, des PR de doc. Et en fait, c'est comme ça qu'on crée une communauté, de toute façon. Et un des avantages, entre guillemets, de cette base, c'est que elle vous invite à venir créer des abstractions, des librairies par-dessus. Et du coup, généralement, vous ne pouvez pas juste utiliser FondationDB en un jour, quoi. C'est-à-dire que vous allez créer vos abstractions, vous allez développer peut-être des modèles d'index ou des choses comme ça. Donc, il y a des librairies qui sont open source, pas encore. Il y en a quelques-unes. Mais il y a toujours... faut investir. C'est une technologie dans laquelle il faut s'investir dedans d'un point de vue dev, je pense, et même en opérationnel. D'ailleurs. Voilà, et on a terminé. Je ne sais pas si tu veux rajouter un mot de la fin. Non, je pense qu'on a couvert. On va laisser un peu de place aux questions. François était d'accord pour qu'on distribue un bitcoin par question. Avez-vous des questions ? J'ai beaucoup d'argent, je vous préviens. J'ai le micro. Oh là là. Regarde,
Il te manque l'argent, Steven. Merci et bonjour pour la conférence. Une question à propos de la concurrence, parce que vous avez dit que les transactions se rejouaient automatiquement, mais est-ce qu'elles ont un certain délai qui peut être exponentiel? Enfin, comment le système va déterminer que la transaction veut passer? Et si elle échoue, au bout de 5 secondes, on doit la relancer manuellement parce qu'on aura connu un mécanisme de retry et compagnie. Donc comment ça fonctionne? Alors, tu as décrit la première erreur que j'ai eue avec Fondation, c'est que la boucle de retry est infinie par défaut. Et du coup, en fait, tu peux... Du coup, des fois, ça bouline un peu. Et en fait, tu peux, dans la transaction, ici, tu peux configurer des options. Et dans l'option, tu peux dire je veux 10 retry, tu as des policies exponentielles, et tu peux dire, tu peux aussi diminuer le temps des 5 secondes. Et enfin voilà, en fait, c'est dans la configuration de la transaction que tu peux dire tu vas pas restart autant de fois que tu veux et compagnie, mais par défaut, la policy est infinie. Tu as gagné un... Est-ce qu'il y a une autre question? Un One Piece. Et je vais demander un t-shirt jaune, moi, après. Je crois que tu as gagné... Non, mais il est bien, je le prends. Il court partout. Salut. Merci pour la présentation, c'était cool. J'avais une question par rapport à la résolution des transactions. Ouais. Si tu veux bien revenir sur le schéma que tu avais. Les flèches? Ouais. Non. Tu veux le complet? Ouais, oui, voilà, celui-là. Est-ce que Fondation DB prévoit quelque chose si, admettons, dans la première, tu lis A, tu set B, mais que dans la deuxième, tu lis B et tu set A, en fait? Est-ce qu'il y a quelque chose pour prévenir une sorte de double récursivité? Non. Non. En fait, ça va être la première transaction qui va passer, qui aura le moins de conflits. En fait, ça va dépendre de la première qui passe. D'accord, ok. C'est la première qui passe, qui va être validée, qui du coup va avoir sa mutation dans le resolver et qui du coup va faire fail les autres. Ok, merci. C'est ça. C'est des fois dans les systèmes distribués, on prend le truc le plus simple, c'est la première qui passe, c'est la source de vérité. Sur le retry, il est fait par le client ou c'est la requête qui est rejouée sur le backend? Il est fait par le client. C'est moi qui l'ai implémenté en Rust et c'est un peu chiant. Donc je t'assure qu'il est fait par le client. Pardon? Ah oui. Oui, c'était juste, on dit c'est la première qui passe, mais dans un système distribué, c'est quoi la première qui passe? Parce que c'est la première. Très bonne question. C'est la première qui atteint les proxys, qui sont les points d'entrée du système de transactionnel. Si tu peux revenir sur le slide avec les 2 transactions, s'il te plaît. Il ne faut pas être épileptique. Pardon. Juste pour savoir, par rapport à l'explication, si je fais un get A et que la valeur que je récupère, je l'utilise dans le set B, mais qu'au final la deuxième passe, A vaut Z le deuxième coup, le système va donc la rejouer en mettant Z. Oui, parce qu'en fait, du coup, la prochaine transaction que tu vas avoir, elle va avoir un read version après 500, et du coup, tu verras la mutation que tu as passée en 400. Exactement. Donc il faut être sûr que c'est ce que tu veux et que c'est pas autre chose, oui. Et que c'était pas B ou exactement, ouais. Mais du coup, tu vas la rejouer parce que du coup, tu vas le faire le get. Tu vois. En fait, faut que ta transaction soit, tu la penses idempotent en fait. Ouais, du coup, merci pour la présentation. Petite question, c'est peut-être moi qui ai manqué un truc, mais tu parlais de système distribué, donc tu es obligé aussi d'aller répliquer ces données-là sur tes différentes machines, tes clusters et tout ça. C'est les proxys qui s'en chargent du coup. Quand tu as donné, quand tu dis que ta transaction elle est passée, il faut qu'après elle soit impactée, enfin qu'elle soit pas impactée, mais qu'elle soit envoyée sur tout le système. En fait, le chemin de transaction, en gros, tu communiques avec des proxys. Le séquenceur, c'est celui qui te donne le numéro 200, 300, 400.
Le resolver, c'est lui qui va valider ton champ. Et après, en fait, tu as une mini queue, tu as un mini Kafka en fait, dédié qui va être Paul par ce qu'on appelle des storage servers qui, eux, fournissent le stockage. Exactement. Donc, en fait, tu as une architecture, tu as une queue en fait, dans le système interne. Exactement. Exactement. Et ça, c'est le chemin d'écriture. Et toi, en lecture, tu tapes direct le stockage. Tu le tapes direct. C'est pour ça qu'on parlait de découplage en fait, de trucs. Et du coup, ça fait que tu peux facilement scale parce que tu rajoutes des rôles. Si par exemple, tu vois, tu as besoin de plus de logs serveurs, bah, tu les rajoutes, ils vont se redistribuer. Et tu es certain du comportement parce que tu peux, ça passe sous simulateur. Tu vois, par exemple, il s'amuse à... Je ne l'ai pas montré, mais bon, je vais montrer 2 secondes pour le... Vite. Vite. Pour vous donner une idée, dans la simulation, quand la simulation éteint des machines en aléatoire, s'il y a 2 machines qui ont reboot au même moment, il y a une certaine probabilité qu'on va inverser les disques durs de la machine, histoire d'être sûr que on n'a pas monté un volume Kubernetes à côté, quoi. Ce qui n'arrive jamais. On doit libérer la place. On vous remercie d'avoir assisté. Merci beaucoup.